Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle un moment du financement de la campagne électorale? Les listes candidates, elles doivent ouvrir un compte bancaire unique qui doit être réservé à la campagne électorale. Donc c'est un compte qui sera soumis au contrôle de la Cour des comptes en Tunisie après l'élection. Et donc les comptes de campagne seront publiés au journal officiel de la République tunisienne. Alors, jusqu'à présent, il était question que le compte bancaire soit ouvert en Tunisie. Sauf que l'ISI est revenu sur cette décision. Et donc finalement, les listes qui sont candidates à l'étranger peuvent ouvrir un compte à l'étranger. Donc c'est un compte qui va servir notamment à réceptionner la subvention étatique qui sera versée aux listes candidates. Donc, chaque liste va recevoir une subvention dont le montant va dépendre du nombre d'électeurs dans la circonscription. Donc, par exemple, pour la circonscription de France 1, le nombre d'électeurs n'est toujours pas fixé puisque les inscriptions continuent d'être enregistrées. Et donc, en fonction du nombre d'électeurs, la subvention, elle est de 25 ou de 35 dinars par millier d'habitants. Donc, vous faites le calcul, si vous avez 100 000 habitants, divisé par 1000, ça fait 100. 25, 35 par. Alors, selon le nombre d'électeurs, voilà, par millier d'habitants, vous avez 25 ou 35 dinars par millier. Voilà. Donc, cette subvention, elle sera versée, donc il y a la moitié qui sera versée au début de la campagne électorale et 50%, et donc la seconde moitié qui sera versée en cours de campagne électorale. Et cette subvention, donc c'est pas un cadeau, toute liste qui n'obtiendra pas 3% des suffrages devra rembourser la moitié. Et donc la grande question, c'est de savoir si cette subvention sera versée en dinars ou en euros, étant donné que la décision de pouvoir ouvrir un compte bancaire à l'étranger a été prise, on peut supposer que ce sera versé soit en dinars convertibles, soit en devises, voilà, donc à l'étranger. Et donc les financements privés et étrangers sont interdits. Voilà. Étrangers. Alors, ce qui est interdit dans les financements privés, ce sont les financements de la campagne électorale elle-même. Donc par exemple, un parti peut recevoir des dons, donc ces fonds-là sont admis, mais ce sont des dons qui sont faits au parti, et pas des dons qui sont faits spécifiquement pour la campagne électorale. Donc ça, c'est prohibé. On va parler juste 2 mots sur le retrait des candidatures. Donc il est possible pour une liste de se retirer de son propre chef au plus tard 48 heures avant le début de la campagne électorale. Donc cette date a été fixée pour l'étranger au 25 septembre. Donc ça, c'est les modalités de retrait aussi bien pour la liste que pour un candidat, en sachant que si un candidat se retire, étant donné que la liste doit comporter obligatoirement 5 candidats, si le candidat n'est pas remplacé dans un délai de 24 heures, eh bien la liste tombe. Alors, on va passer au mode de scrutin. Donc le principe, c'est un député pour 60 000 habitants. Donc c'est pour ça qu'en France, vous avez 5 sièges, parce qu'on est parti du principe, dans la France du Nord, vous avez 5 sièges, et dans la France du Sud, 5 sièges. Pourquoi? Parce qu'on est parti de l'estimation selon laquelle il y avait 600 000 Tunisiens résidant en France. Donc 600 000 divisé par 60 000, ça fait 10. Et donc comme la France est partagée en 2 circonscriptions, ça fait 5 sièges à pourvoir dans chacune des 2 circonscriptions. Donc un député pour 60 000, donc 5 députés pour 300 000 environ habitants. Alors comme le disait tout à l'heure monsieur, cette estimation elle est vraiment approximative puisqu'il n'existe aucune statistique fiable aussi bien sur le nombre de Tunisiens à l'étranger que sur la population tunisienne en général. Il n'y a pas de statistiques réellement fiables, mais il a fallu trancher et donc on est parti de cette estimation-là. Vous avez le principe du quotient électoral, je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est, et le principe du plus fort reste. Alors, le quotient électoral, le QE, c'est égal au nombre des suffrages exprimés sur le nombre de sièges à pourvoir. Donc par exemple, si j'ai 100 000 suffrages exprimés,
pour 5 sièges à pourvoir, eh bien j'ai un quotient électoral de 20 000. Alors, la répartition des sièges, elle se fait selon le calcul suivant. Donc chaque liste qui obtient le quotient électoral, donc elle a un député. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, la liste A qui obtient, je ne sais pas, 50 000 suffrages sur 100 000. D'accord? Elle a deux députés. Donc 2 fois 20, il va rester 10. Donc pas suffisamment pour avoir un troisième député, mais elle aura 2 députés. Est-ce que tout le monde a compris? Je sais que c'est un peu... J'ai pas compris. Je vais expliquer. Donc, alors, on va faire peut-être donc liste B. Je sais pas, 20... 19 000. Alors, on va dire 51 000 ici. Voilà. Donc ça fait... 170. Alors, est-ce qu'on est à 100 000? Ça fait 50, 70, ouais, 90. 90, il manque 10 000. Bah, on va dire 11 000. Alors, on va dire qu'on a eu 100 000 votants, donc 100 000 suffrages exprimés, qui se sont répartis comme ça. Donc la liste A a eu 51 000 suffrages, la liste B 19 000, la liste C 19 000 et la liste D 11 000. D'accord? Alors, on a dit que pour avoir un siège, il fallait avoir... Donc un siège égale une fois le quotient électoral. Donc ici, on a dit qu'on avait 100 000 suffrages exprimés pour 5 sièges à pourvoir. Donc le quotient électoral, c'est 20 000. Donc pour avoir un siège, il faut que j'ai 20 000. Et j'aurai un siège supplémentaire chaque fois que j'aurai 20 000. Donc par exemple, la liste A qui a eu 50 000 suffrages, elle a eu 2 fois 20 000. Donc elle aura 2 députés. Ensuite, la liste B, elle a que 19 000, la liste C 19 000 et la liste D 11 000. Donc, alors mon exemple, il n'est peut-être pas très bien choisi. Prenez 18 et 19. Non, justement, il faut qu'il y en ait 2, parce que je voudrais vous expliquer quelque chose aussi quand c'est à Égaux, égalité. c'est-à-dire à égalité. Non, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc la liste A, elle a 2 députés. Donc on ne peut pas pourvoir les 3 autres sièges, puisque personne n'a atteint le quotient électoral. Donc on passe à la répartition selon le plus fort reste. Donc le plus fort reste, ça veut dire que on va répartir les sièges en fonction de ce qui reste de suffrages exprimés. Donc, si on enlève 40 000 à la liste A, il reste 11 000. D'accord? Donc là, il reste 11 000. Là, on a 19 000, 19 000, 11 000. En cas d'égalité, la liste qui est privilégiée, c'est la liste dont le candidat susceptible d'être élu est le plus jeune. Donc, étant donné que ces 2 listes-là n'ont pas encore de candidat élu. Donc la personne qui est en première position sur la liste est celle qui est susceptible d'être élue à ce stade. Donc si ici la tête de liste a 30 ans et ici la tête de liste a, 55 ans, c'est la liste B qui pourvoira le 3e siège. Mais ça, c'est pas indiqué sur le... Si. Ça a été annulé, ça, C'est dans la loi. pour 30 ans. Non, je vous ai dit. Ce qui est annulé, c'est obliger les listes à présenter un candidat de moins de 30 ans. Ça, c'est pas obligatoire. Mais il y a quand même des candidats de moins de 30 ans ou de 30 ans. J'ai dit 30 ans, ça peut être 25, c'est un exemple. C'est le plus jeune. Voilà, c'est le plus jeune. Quand on a une égalité, c'est le candidat le plus jeune qui passe. Donc là, le 3e siège, il est pourvu par la liste B. Donc le 3e député. Donc le 3e siège de député, il est pourvu par... Le plus jeune. Il est pourvu par le plus jeune des 2. Mais là, il nous reste encore 2 sièges. Donc finalement, le premier candidat de la liste C, il va passer aussi. Le 4e des...
4e député. Et le 5e siège, ici il nous restait 11 000 et ici 11 000. Donc on compare l'âge du candidat numéro 3 de la liste A, puisque les deux autres sont déjà élus, et l'âge du premier candidat de la liste D, et donc c'est le plus jeune qui passe. C'est clair, mais c'est un peu c'est des maths quoi, donc voilà. Donc là, alors comment je vais vous expliquer qu'il reste 11 000 alors le reste de la liste A, c'est 11 000. Et donc on compare, donc là le candidat numéro 1, il a, je sais pas, 40 ans. Et le candidat numéro 3 de la liste A, il a 60 ans. Et donc c'est le candidat de la liste D qui sera le 5e député pour la circonscription. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Clair. Bon, je suis contente. Voilà. Donc, deux modes de répartition. Un premier tour avec le quotient électoral. Et alors, si personne n'obtient le quotient électoral, on passe directement à la répartition selon le plus fort reste. Donc, alors j'aurais aimé vous montrer une carte avec la répartition des bureaux de vote sur la circonscription France 1. Je vais faire passer mon ordinateur. Donc on a pas loin de plus d'une centaine de bureaux de vote à ce jour pour la circonscription de France 1. Donc la circonscription de France 1, elle regroupe les consulats de Paris, de Pantin et de Strasbourg. Donc la circonscription de Paris, voilà. C'est à la fois donc la région parisienne, le nord, l'ouest, donc jusqu'à Brest, le nord-ouest jusqu'à le centre-ouest plutôt, Nantes, Poitiers, jusqu'à Clermont-Ferrand, et l'est donc avec l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. Donc c'est vraiment toute la partie nord de la France. Voilà. Jusqu'à Clermont-Ferrand. C'est le sud, ça, non? C'est le centre-sud, mais en tout cas, on va jusqu'à Clermont-Ferrand. Voilà. C'est qu'on est en train de visiter les bureaux de vote un par un. Donc on vérifie à la fois les conditions dans lesquelles vont se dérouler les scrutins, le matériel, la sécurité des lieux, voilà, la configuration des lieux, etc. Donc on les visite un par un. Et comme il y en a plus d'une centaine et qu'on envisage d'en ouvrir d'autres, on est en train de prospecter, de visiter d'autres lieux. Donc on sait à peu près qu'il y a un bureau de vote, voire 2 ou 3 donc, dans chaque département. Grosso modo, il n'y a que quelques départements dans lesquels il n'y a pas de bureau de vote. Enfin, je vous ferai parvenir la liste avec les adresses. Enfin, on va la publier d'ailleurs sur notre blog et sur la page Facebook. On va la publier dès qu'elle sera complète, définitive et validée. Alors, donc les bureaux de vote, ils se composent d'un président, de 2 assesseurs et d'un suppléant. Donc 4 personnes, mais la loi impose qu'il y ait 2 membres en permanence dans le bureau. Donc si un des membres s'absente ou si par exemple il n'y a pas de suppléant, il suffit qu'il y ait 2 personnes du début à la fin du scrutin pour que l'opération électorale soit tout à fait légale et valide. On va passer maintenant aux observateurs et aux contrôleurs.